Youhou! Salut! Bon midi les filles! J'essaye, ça marche. Je sais pas qu'est-ce qui bug tout le temps avec mon satané Zoom vers Internet, mais je pense que là, je l'ai. Dans mon cellulaire, mais c'est pas grave, hein? On fera ça dans mon cellulaire. J'espère que vous allez bien, les filles. Dans mon cellulaire. Ouais. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser le temps au monde de se connecter rapidement. Et on va pouvoir partir ça. J'espère que vous allez J'ai bien. encore cliqué sur le mauvais bouton. Je vais laisser le temps. Super! Les petits yeux qui commencent à arriver. Gros midi aujourd'hui, hein? Gros sujet. Vous me direz si vous m'entendez bien, les filles. Virginie qui est là. Les petits bonhommes qui arrivent tranquillement. Dites-moi donc si vous m'entendez bien. Yes, Marie-Noël, merci. Donc, écoutez les filles, un beau dîner, pas gêné, aujourd'hui. On va parler des transformations qu'on vit pendant un enfantement. Qu'est-ce qui est réversible, irréversible, puis aussi comment se préparer à un prochain enfantement, en fait, et quoi s'attendre d'un prochain enfantement. Donc, ma connexion est lente. Est-ce que je bug ou c'est pas si mal? Vous me direz si je bug. Fait que là, j'ai une histoire à vous raconter pour commencer. Donc, je vais vous lire cette petite histoire-là. Et on va partir de cette histoire pour partager. Donc, c'est parti. Une histoire que tout le monde peut se relier, en fait. Et ça va comme suit. Donc, merci tout d'abord à la partageuse de vécu. Vous pouvez toujours aller partager votre vécu sur le lien dans ma bio. Donc, vous avez juste à cliquer, aller sur mon lien de podcast et vous pouvez toujours venir me partager votre histoire. Donc, moi, les histoires, c'est sûr qu'à la base, mon podcast, je l'avais inventé pour montrer qu'il y a d'autres physios du Pyrénées, qu'il n'y a pas juste moi, puis finalement, ben, ça a déraillé mon affaire et là, je reçois plein de monde, y compris, là, celle qui m'écoute en direct demain. J'ai quelqu'un qui vient du Grand Nord pour venir nous parler de violence conjugale. Donc, j'ai très hâte, là, de parler de ça demain avec elle et de vous le faire découvrir. Bref, on est allé dans la santé de la femme à différents niveaux. Et ça fait que les histoires pelviennes, ben, je les utilise moins pendant mon tournage de podcast. Fait que j'ai décidé de les utiliser ici pour au canal vaginal. Pas au canal vaginal, au dîner pas gêné. Et là, excusez-moi, je viens d'écouter une vidéo. Je l'ai mis en story, OK? J'ai braillé comme un bébé de beauté. De beauté, pas de tristesse. Une prof qui vient de se faire opérer puis qui lit une lettre d'un étudiant qu'elle a eu quand elle était professeure. Puis l'étudiant a dit, tu sais, dans une période où personne croyait en moi, toi, t'as cru en moi, puis ça a fait qu'aujourd'hui, je suis chirurgien, puis crime, c'était lui, son chirurgien. Fait que j'ai pleuré, puis j'essaie d'arrêter pour commencer mon live, mais j'ai trouvé ça trop beau. Fait que bref, j'essaie de me ramener. Je vous jure, j'essaie, mais si j'ai du rouge, c'est même pas de la fatigue, c'est parce que j'ai eu trop de bonheur. Puis le bonheur explose en larmes chez moi. Donc là, on y va. L'histoire d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est « Salut! Je sais pas si mon témoignage va être utile pour ton podcast, mais c'est pas grave. T'en prendras un autre au pire. » C'est cute. Quelle introduction. Je t'ai pris. Je t'ai choisi. Je suis présentement à la fin de ma deuxième grossesse. Je devrais avoir mon bébé dans 3 semaines environ. Je n'ai pas eu vraiment de problème pelvien pendant ma grossesse, ou du moins que je crois, en tout cas. Après mon premier accouchement, les choses allaient vraiment plutôt bien. Sauf qu'après plusieurs semaines post-accouchement, quand j'ai eu envie d'avoir des relations avec pénétration, j'ai réalisé que c'était assez douloureux. On en parlera. En fait, je n'étais pas capable de tolérer la pénétration. Après quelques centimètres, on disait que tout était refermé. J'avais mal, donc on a tout arrêté. Étant encore bien fatiguée et habituée de ne pas avoir vraiment de relation, on a laissé ça comme ça, sans pression.
Mais j'ai pris rendez-vous quand même en physio. L'attente était longue et j'ai fini par voir quelqu'un plusieurs mois après mon accouchement. Mon expérience a été correcte, sans plus. Et je pense que c'est ce qui me déçoit quand j'écoute et lis des physios qui ont une approche un petit peu plus globale, comme toi, qui s'intéressent à la posture, aux tensions. Mon Dieu, j'aurais dû le lire avant, c'est bien touchant. Je vais me remettre à pleurer, tu m'aides pas. Donc, une approche un peu plus globale, les tensions ailleurs dans le corps, tout ça, l'influence que ça a sur ma santé pelvienne. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Je trouve ça dommage maintenant que j'y repense. Bon, effectivement, tout le monde a son approche. J'ai été 3-4 fois et ça a réglé mes douleurs, donc j'étais satisfaite, mais je n'ai pas l'impression d'avoir compris mon corps nécessairement et été outillée pour une prochaine grossesse ou un prochain accouchement. La physio sur laquelle je suis tombée venait de finir ses études, n'avait pas eu d'enfant elle-même, alors je n'ai pas vraiment connecté avec elle. Ouais, je pense qu'au final, c'est ça le nœud de mon histoire, c'est peut-être de réaliser l'importance de bien choisir son professionnel, et aussi de comprendre tout le processus entourant nos soins. Maintenant, je me questionne sur mon prochain accouchement. Quels seront les impacts cette fois-ci? Comment retrouver une professionnelle qui me convient? Comment me préparer à tout ça? Donc, beaucoup de questions, beaucoup de choses à venir ajouter. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent concernés, qui ont vécu quelque chose de similaire. Donc, voilà, on va en parler. Et celles qui sont à l'écoute, je vous invite à partager votre écoute sur votre page Facebook. Donc, moi, c'est une façon là, de me faire connaître aussi. Donc, si vous avez des amis qui pourraient être intéressés à l'écoute de ce qui va suivre, bien, vous pouvez partager votre écoute en même temps que vous m'écoutez pour m'aider à me faire connaître et parler de périnée. Donc, merci de le faire. Et avant de commencer aussi, je vous rappelle que la semaine prochaine, le 13 août, on a un événement gratuit où est-ce que je vous invite à vivre une routine de soins. Donc, justement, cette approche qui fait beaucoup de bien, cette approche globale qu'on analyse de la tête aux pieds, notre santé pelvienne, en fait, on va l'expérimenter le 13 août prochain. Donc ça, si tu veux t'inscrire, tu as juste à le mettre en commentaire. Mon adjointe va te mettre le lien. Si tu veux partager ton histoire à mon podcast, tu peux aussi dire, moi j'aimerais ça, j'ai une histoire à partager. Tu peux commenter, mon adjointe va te mettre le lien. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui sont présentement enceintes, parce qu'il y a aussi un événement, là j'en ai pas encore parlé parce que je fais tellement de choses qu'à un moment donné, il faut que je sectionne un peu de quoi je parle, mais je vais avoir aussi un événement gratuit pour les femmes enceintes dans le prochain mois. Donc, si tu es intéressé à venir participer à ce moment-là, ça va être encore une fois une routine de soins, mais cette fois-ci pour la grossesse. Ben, tu peux aussi dire, moi, je suis enceinte, puis dis-moi, tu as combien de semaines de grossesse, puis on va pouvoir te donner là, le lien pour t'inscrire à celle-là. Et si tu n'es pas enceinte, ben, c'est le 13 août que ça se passe. Donc, j'ai déjà une question de la doula à vélo. Pratico-pratique, est-ce que cette vidéo direct sera disponible toujours sur ta page? Est-ce qu'il y a juste en direct? Donc, oui, je vais la laisser là, sur ma page. Et celles qui ont ma plateforme, l'initié du Périnée, c'est une plateforme qui contient tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis mes débuts. En termes de contenu. Donc, plusieurs centaines d'heures de contenu. Et à chaque fois que je fais un dîner pas gêné, ça se retrouve là. À chaque fois que je fais un épisode de podcast aussi. Donc, on se ramasse vraiment avec beaucoup de contenu là. C'est plus facile des fois sur l'initié du Périnée d'y aller par section, par thème que sur Facebook. Essayer de retrouver une vidéo de 3 ans sur la béance vaginale. Donc, voilà. Mais oui, elle va rester. Puis si tu es abonné à mon infolettre, tu vas recevoir le lien de rediffusion aussi, donc tu ne le perds pas, il est dans tes courriels. Ça aussi, là, tu peux demander d'être abonné. À chaque fois que j'invente quelque chose de nouveau, vous recevez un message quand vous êtes inscrite à mon infolettre. Il y a environ 6000 personnes dessus, là, déjà. Fait que, allons-y. Donc, tout d'abord, effectivement, le corps, après un accouchement, peut réagir de plusieurs façons et le vaginisme, c'est une façon. Donc, le vaginisme, c'est quand notre vagin dit « Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça n'arrivera plus jamais. » Puis, il se referme. Je l'ai vécu, moi, après mon deuxième enfantement. Donc, vraiment beaucoup de douleurs associées et des douleurs qui ont été aussi créées par plusieurs choses. Donc, plusieurs événements lors de cet accouchement-là, y compris un massage utérin très violent que j'ai vécu, qui a amené beaucoup d'inflammation et de douleurs, qui a été aussi à l'origine là, de mes douleurs pelviennes postnatales. Donc ça, le vaginisme, entre autres, mais c'est pas obligé d'être du vaginisme non plus. Mais là, ce qu'elle nous décrit, c'est vraiment l'impression que le vagin s'est fermé. Donc ça, c'est généralement du vaginisme. Ça prend une évaluation pour être sûr. Mais ça peut être aussi de la dyspareunie qu'on ressent. Donc ça, par exemple, à la pénétration, c'est les tissus. Donc ça, on a beaucoup de tissus, hein, la muqueuse, on a des nerfs, des fascias,
des muscles. On a beaucoup de structures à l'intérieur du bassin. Et toutes ces structures-là doivent bouger quand il y a une pénétration pour que ce soit confortable. Donc, on va vraiment, là, beaucoup la vulve rentrer à l'intérieur et ressortir. Et en dedans, ben, ça fait la même chose. Et après avoir eu de l'enflure, une blessure, un accouchement, des fois, il y a une espèce, des petites toiles d'araignée là, qui vont se créer autour de ça. Hein. L'inflammation, elle reste pas un beau liquide. Elle va souvent faire des adhérences qu'on appelle. Et là, ben, ça vient coller les tissus entre eux. Et là, si tu essaies après d'avoir du mouvement là-dedans, mais c'est comme si le feu de poignée là. Donc, il n'y a plus vraiment là, dépendamment du degré aussi là, d'adhérence, parce que des fois, c'est possible. Mais tu peux te ramasser vraiment avec une incapacité à avoir de pénétration. Mais aussi, tu peux avoir des douleurs ou de l'enflure qui perdure dans le temps, là, même des fois jusqu'au lendemain. Donc, tu peux aussi avoir de la dyspareunie. Tu peux avoir une vestibulodynie. Ça, c'est quand ton corps, tu sais, mettons, tu le touches, puis au lieu que ce soit perçu comme un toucher léger, tes nerfs sont tellement en alerte qu'ils disent « T'es en train de nous couper, t'es en train de nous brûler, t'es danger, danger, danger ». Donc ça, on appelle ça une allodynie. Donc ça peut arriver aussi, là, une allodynie en postnatal. Donc ça, effectivement, ça se traite très bien en physiothérapie. Donc, voilà. Je sais pas si ça fait déjà du sens. Bon, fallait que je m'étouffe. Je pleure avant mon live de bonne heure, puis après ça, je m'étouffe pendant le live avec ma propre bave. Aidez-moi quelqu'un. À l'aide. C'est bon, je pense que je vais sauver. Donc, voilà, par rapport à... Donc, oui, on peut venir traiter ça. Et l'autre point que j'aimerais venir partager par rapport à l'histoire que je viens juste de vous lire, c'est pourquoi, en fait, nos symptômes, ils s'empirent avec le temps. Donc, effectivement, généralement, on va être plutôt bien, entre guillemets, en postnatal. Je veux dire, tu m'entends plus, Joanie? Est-ce que les autres, vous m'entendez encore? Ou tout le monde m'entend plus? Hey, torieux. M'entendez-vous, s'il vous plaît? Dites-moi si vous m'entendez. Moi, je t'entends toujours. OK, ben, coudonc, Joanie. OK, ben, je vais continuer. Puis, si quelqu'un d'autre ne m'entend pas, vous me ferez signe, là, si c'est généralisé ou si c'est juste moi qui a vraiment un problème. OK, Natacha m'entend encore. OK, bon, ben, continuons. Joanie, je sais pas quoi faire. Lis sur mes lèvres. Je vais essayer d'arrêter de bouger. Lis mes lèvres. Pas de problème. Je suis stressée parce que j'essaie de me connecter depuis des semaines de mon ordi jusqu'à mon Facebook pour Zoom, faire mes lives avec Zoom, ça marche pas. Fait que là, je suis encore dans mon cell, puis j'étais déjà stressée, fait que je pensais vraiment que c'était mon cellulaire le problème. Bon, continuons. Donc, l'autre point, c'est justement le postnatal. Donc, effectivement, en postnatal immédiat, on s'attend, là, je veux dire, il y a de quoi qui nous a passé là. Faut que, il y a un certain inconfort, faut se reposer, bien évidemment. Mais, on remarque dans les dernières études qu'en fait, nos symptômes pelviens, même si on n'a pas de nouveaux traumas, vont vraiment s'empirer avec le temps en postnatal. Comme par exemple, nos organes vont être au plus bas 3 mois après l'accouchement. Donc, c'est même pas enceinte quand l'utérus est rempli que nos organes sont bas. C'est même pas tout de suite après avoir expulsé nos bébés que nos organes sont au plus bas. C'est 3 mois postnatal. Nos symptômes anaux, ça c'est la difficulté à retenir un gaz ou même le sentir avant qu'il sorte. Je veux dire le sentir physiquement, pas le sentir avec l'odeur. Avant qu'il sorte. S'essuyer puis c'est long avant que ça devienne propre ou même avoir un sentiment d'urgence à la selle. Donc, si, mettons, toi, tu as envie d'aller à la selle puis t'es pas capable de le retarder de 15 minutes, c'est un problème. Quoi qu'on veut jamais retarder nos selles parce que souvent, quand on dit à notre caca, attends, c'est pas le bon moment, on va y aller plus tard, ça peut faire que ça inhibe l'appel, puis là, notre rectum, il va continuer à se remplir, puis ça peut devenir un méga rectum, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, j'irai pas vers ça. Mais les symptômes de selle, eux, les symptômes anaux, vont être pires 6 mois postnatal. Donc, il y a vraiment de quoi, après l'accouchement, qu'on fait de pas super dans notre culture à nous, qui fait en sorte que nos symptômes, s'empirent avec le temps. Et, par exemple, si on dit que en postnatal, c'est
7% des femmes, par exemple, qui ont des symptômes anaux, autant césarienne que vaginale, by the way, comme accouchement. Même si plus les femmes, on atteint le 12% post-césarienne, puis c'est 7% après un accouchement vaginal, les symptômes anaux. Donc ça, si tu vas avoir mes statistiques et mes articles scientifiques qui me permettent de dire tous ces chiffres-là, tu as aussi accès en lien dans ma bio à mes références si tu vas aller toi-même lire là, tout ce que j'ai lu pour me permettre de te parler aujourd'hui. Et voilà, mais à 50 ans, on tombe à 21%. Donc, c'est 3 fois plus de femmes à 51 ans, à 50 ans qui vont avoir des symptômes anaux. Donc, vraiment, il y a vraiment de quoi qui empire avec le temps au niveau pelvien. Puis ça, c'est mon point, hein. C'est mon point depuis plusieurs années déjà. Comme quoi, on devrait apprendre, en fait, à comprendre sa région pelvienne. Toi, là, quand tu te regardes le vagin, comprends-tu ce que tu vois? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais quoi faire avec ce que tu observes de ton vagin? Donc ça, c'est quand même un petit processus qui vaudrait la peine de connaître parce qu'en fait, notre plancher pelvien, il vit des défis, oui, en âge, en hormones, mais toute notre vie. Juste après une grippe, il est en surcharge. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se produire qui vont amener, là, au bout du compte, des symptômes qui empirent avec le temps. Donc, ça, selon moi, tu sais, mon 3 mois postnatal, c'est pire nos descentes d'organes. 6 mois postnatal, c'est pire nos symptômes anaux. Selon moi, c'est très lié à notre culture du postpartum qui est juste absente. Donc ça, dans l'écriture de mon livre qui va officiellement pour de vrai sortir le 22 janvier 2025, enfin, c'est vrai, ça s'en vient. Un an plus tard, bref, mais je suis contente, il s'en vient. J'ai fait le tour un peu des autres cultures dans le monde pour voir comment elles géraient le postnatal. Et ça a grandement d'effet sur leur guérison pelvienne et leur santé à long terme. Donc, nous ici, tu sais, ce qui est valorisé, c'est vraiment de perdre du poids rapidement, c'est de recommencer rapidement les activités comme si rien n'est d'arriver en fait. Que dans des cultures, par exemple, au Mexique, une des choses que j'aime beaucoup de cette culture-là, c'est les soins qu'ils vont apporter en postnatal à Alabama à tous les jours pendant 40 à 60 jours. Donc, c'est un peu plus d'un mois à 2 mois. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient à la maison pour donner un bain de plantes à la maman, lui faire des massages, lui chanter des chansons. Et après, ils vont venir resserrer son bassin avec un tissu, puis la laisser se reposer avec le rebozo, en fait, qu'on appelle. Et leur théorie derrière ça, c'est la maman doit se donner à un nouveau-né. Et pour être capable de se donner à un nouveau-né et rester saine d'esprit et physiquement, il faut qu'on la remplisse. Donc, ils la remplissent d'amour, en fait, pour qu'elle soit en mesure de donner de l'amour. Et le rebozo, donc le soin de tissu autour de son bassin, c'est parce qu'elle vient de vivre une grande ouverture. Et là, il faut la ramener. Et ça, mais toute cette douceur-là, cette attention-là, j'ai aucun doute que ça aide au niveau de la santé mentale. Mais ça aide aussi au niveau physique à la guérison pelvienne, de venir justement se reposer, resserrer, ramener les structures. Donc ça, je trouvais ça très beau. Il y a plein d'autres cultures aussi, puis là, je sais pas si déjà celle des Mexicaines vous parle. Vous me le direz si vous n'aviez déjà entendu parler. Moi, j'ai été tellement agréablement surpris et jalouse parce que j'aurais aimé vivre ça, en fait, honnêtement. Donc, c'est bien beau, Natacha, je le sais. J'aurais tellement aimé. Puis ça, voyez-vous, tu sais, je m'étais dit, la prochaine personne autour de moi qui met au monde un enfant, je pense que je vais y faire. Puis mes enfants, c'est sûr, je vais leur faire. Puis je vais pas venir les gosser, là, avoir le bébé ou quoi que ce soit. Je vais vraiment juste venir leur donner de l'amour comme ils ont besoin, pas comme moi j'ai envie de leur en donner. Donc j'ai bien hâte de vivre ça. Oui, fait que ça, le Marie-Noël, c'est les Mexicaines. Puis il y a d'autres pays, puis là, je me rappelle plus tout le nom des pays, mais tu sais, vraiment, tu sais, moi, j'ai des amies japonaises qui me parlaient de leur culture. Il y a vraiment plein de choses, mais il y a aussi dans un pays qui appelle ça le chin. Ça, c'est les mauvais esprits. Puis à chaque fois que la maman est dans son lit avec une clochette, elle, en postnatal, puis elle peut pas se lever. OK? Elle reste assise, elle reste dans son lit avec sa clochette. Et si elle a des chins, donc un mauvais esprit qui vient, fait que des mauvaises pensées ou elle pogne... tu sais, en dedans, elle file pas, quoi que ce soit. Elle sonne la cloche et tout le monde arrive en courant pour venir voir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Donc, il y a vraiment quelque chose
en fait, qu'on admet, la femme qui vient de se transformer et devenir une mère a besoin de soutien. Et c'est tellement important que quand elle sonne la cloche, on arrive en courant. Ça, je trouvais ça beau aussi. Il y a d'autres cultures aussi, puis là, encore une fois, dans mon livre, il y a vraiment là, les pays, tout ça, là, pour l'instant, c'est de mémoire, donc je peux pas, je me rappelle pas des pays exacts, mais il y a d'autres pays où est-ce que la mère qui vient d'avoir son bébé reste dans sa maison, les volets fermés, hein, les Européens, ils ont des volets. Ça, les Québécois, on n'a pas ça, nous, des volets, mais ils ferment les volets. Puis ils sont dans la maison et là, c'est une maman qui apprend à s'occuper de son enfant et un conjoint ou une conjointe qui apprend à s'occuper de la maman qui vient d'enfanter. Et quand la famille est prête, puis qu'on est prêt à se connaître, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, ils ouvrent les volets et là, ils font un party dans la communauté et en fait, c'est là, l'enfant vient naître dans son village. Donc, il est né dans une famille, ils ont appris, ils se sont déposés, ils ont appris à comprendre ce qui leur arrivait, en fait. Et là, ils sont prêts à arriver à naître dans le village. Donc, la famille vient naître dans le village et là, ils font une fête. Donc, c'est de toute beauté. Bref, vous me direz l'histoire que vous préférez. Et pourquoi je vous en parle, c'est que ça a vraiment de l'importance, comment on accorde l'importance aux personnes qui viennent de mettre au monde un enfant. Et ici, on n'en met pas. Donc, tu sais, enceinte, là, on a des rendez-vous, on a des examens, on a tellement de choses qui se passent. Et une fois que le bébé est né puis est en santé, ben on sent encore lisse de la mère. On la revoit 6 semaines après, on la check à peine, puis crime, il n'y a pas de suivi. Puis ça, je sais que les Françaises, vous êtes beaucoup plus allumées en France par rapport à ça que nous, parce que vous, au moins, la physiothérapie périnéale, ça fait partie de votre culture et c'est même payé par le gouvernement. Ça fait aucun sens, en fait, que ce soit privé comme soin, parce que de faire de la physiothérapie pour préparer un accouchement et de faire la physiothérapie pour soigner son corps suite à la naissance, ça a un impact à long terme sur la qualité de vie qui est considérable. Donc ça, les Français, je suis vraiment contente pour vous que vous ayez ça gratuitement. Bon, c'est pas parfait, là. Il y a des contextes, par exemple, sont tellement sous-payés quand ils traitent là, par le gouvernement, justement, que c'est des rendez-vous des fois de 15-30 minutes. Il y a des thérapeutes qui prennent 1 heure, mais tu sais, ils sont vraiment pas gagnants. Je veux dire, ils font quasiment pas d'argent. Bref. Il y a quand même des choses à travailler. Là, on s'entend, c'est pas parfait, mais c'est un minimum, selon moi, là, que ce soit reconnu par le gouvernement, la santé de la femme. Donc ici, on l'a pas ça. Puis on a sur les réseaux sociaux vraiment beaucoup de pression à recommencer à bouger, puis à recommencer à faire des choses rapidement, puis on valorise beaucoup les femmes productives dans l'action. Donc on n'est pas capable, en fait. Tu sais, qui ici, qui m'écoute en ce moment, si je disais aujourd'hui, tu fais rien, est-ce que tu te sentirais bien de rien faire? Fait que c'est dur dans notre culture de productivité d'accoucher. Puis là, tout d'un coup, tout devient lent. Il y a beaucoup de conflits très culturels, en fait, qui se passent en dedans de nous. Puis c'est pas confortable. Qu'en fait, la lenteur est nécessaire autant à bébé que pour nous en postnatal. Et c'est pas juste psychologiquement. Donc oui, ça amène de l'anxiété. Moi, j'ai même eu, je pense que c'est l'histoire de la semaine passée, au dîner pas gêné de la semaine passée, une personne qui m'avait partagé qu'elle était même pas capable d'aller faire caca. Parce que aller aux toilettes faire son petit caca, c'était comme si elle était pas productive, puis elle était bloquée. Elle était obligée d'aller dans un magasin, puis en même temps qu'elle faisait son caca, lire la liste des ingrédients, fait qu'elle avait l'impression d'être en train de faire quelque chose. Donc là, elle arrivait à se laisser aller pour que sa selle elle sorte. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, en fait, comment qu'on a été élevés, c'est que se reposer, c'est quelque chose qu'on doit mériter. Donc, on doit mériter d'être en vacances. Puis, on va se faire rusher en maudit avant de partir. Puis, on se sent coupable de laisser notre équipe, blablabla, nos clients. Puis, quand on revient, on va donner un coup pour essayer d'équilibrer. Fait que culturellement, on a besoin d'en parler parce que notre culture nuit à notre santé pelvienne. Donc, culturellement, c'est très dur pour nous de s'arrêter. Et quand on comprend qu'en fait, le repos, c'est pas un privilège. Le repos, c'est nécessaire à la santé. Et que se reposer, on peut dire que c'est faire quelque chose.
Se reposer, c'est un soin, c'est un besoin. Et en postnatal, nos petites mamans, ils comprennent pas ça. C'est culturel, c'est pas de notre faute à nous, mais il faut s'en rendre compte. Parce que si on était capable de s'arrêter et d'apprécier la lenteur, d'apprécier d'exister sans faire, ben crème qu'on se guérisserait, on se guérirait mieux notre santé pelvienne en postnatal. Donc en fait, nos symptômes pelviens postnatal, je crois qu'ils sont très culturels parce qu'on prend pas le temps de s'arrêter, de prendre soin de nous, de se reposer et de guérir. Et ça m'arrive souvent de donner des raisons, tu sais, comme par exemple juste la plaie liée au placenta qui est partie de notre utérus, est grande comme ça. Tu sais, si tu avais ça sur toi, je veux dire, tu te brûlais gros de même, puis qu'on voyait tout ton sang, puis tes chairs, puis là, il faut que ça guérisse. Tu sais, tu te prendrais peut-être ton repos. Là, c'est pas parce que c'est en dedans que c'est pas là. Tu sais, il y a quand même ça. Tes ligaments, ils ont été tirés, ils ont besoin de se régénérer. Tes muscles aussi, tes nerfs ont été blessés. C'est juste 60% des femmes, après 2 mois, que leurs nerfs sont revenus. Leurs nerfs, là, le nerf, ça permet de sentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, mais je veux dire, dans notre fonction aussi. Ça nous permet d'être confiante en notre corps, ça nous permet de réagir rapidement aux besoins. Si par exemple, tu perds l'équilibre ou tu dois faire un stop and go. Fait que tu sais, juste de recommencer le sport plus intense, c'est nécessaire le sport à la guérison, mais le sport en stop and go, des grosses charges, tout ça, tu sais, ça prend que tes nerfs sont revenus, mettons. Fait que ça, sauter 2 semaines postnatales, je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est pas l'idée du siècle. Mais la santé mentale, selon moi, est quand même plus importante que la santé pelvienne. Fait que si toi, t'as aucun autre moyen de te sentir vivante et bien, je veux dire, c'est plus important ta santé mentale. Mais il y a moyen aussi de savoir, puis il y a une pression qui est quand même culturelle qu'il faut s'admettre sur le bounce back et la performance. Donc, moi, selon moi, ça, c'est important de le comprendre. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi aujourd'hui, fait que je sais pas si déjà je vous ai appris des choses, vous me direz si déjà je vous ai appris des choses. Moi, c'est sûr que mes clientes, quand elles sont enceintes, qui font mon processus avec moi, c'est 10 cours. On a 1 heure où est-ce qu'on s'entraîne ensemble pour soutenir la grossesse. Puis on a une demi-heure après ça où est-ce qu'on fait un cours théorique. Puis là, c'est long qu'on va faire le tour un peu de l'histoire du monde des naissances. On va faire le tour du consentement éclairé. On va se préparer à des soins comme une césarienne, une provocation pour que ça reste romantique. Bref, on fait une préparation aussi mentale à ça. Mais là, déjà, j'avais envie de vous partager là, un petit peu de contenu parce que ça a tellement d'impact notre perception de notre productivité comme mère sur notre guérison corporelle, en fait. Et il faut aussi savoir que la grossesse en soi, c'est un grand événement pour notre corps parce qu'il y a beaucoup de transformations en termes de stratégie. Donc, le ventre qui grossit, ça va changer comment nos muscles sont recrutés, ça va changer notre centre de gravité, ça va changer l'alignement de nos segments, ça va changer notre posture, nos stratégies de mouvement. Et souvent en postnatal, ben notre corps, il va comme pas s'allumer puis revenir comme qu'il était. Il va penser que c'était cette façon-là, finalement, la nouvelle bonne façon de faire. Donc, on va se ramasser avec des compensations, puis aussi des moins bonnes coordinations, des moins bons chemins, des moins bons choix de mouvement et de posture qui peuvent amener des irritations. Fait que ça, c'est clair, tu sais, si tu as des inconforts au dos, que tu n'as pas confiance en ton corps, ben ça, c'est peut-être signe qu'en fait, ton corps, il n'a pas retrouvé des bons chemins. OK? Déjà, ça, c'est à savoir. Puis enceinte, ce qui est bien de faire, c'est d'essayer de préserver les bons chemins. Donc, même si on est défavorisé, c'est d'apprendre à soutenir un peu son corps dans ce moment où est-ce qu'il est défavorisé un petit peu en termes d'équilibre, en termes de centralisation, en termes de posture, en termes de mouvement. C'est de venir soutenir le corps dans ses défis, dans ses transformations pour éviter éventuellement que, en fait, on commence à développer des stratégies compensatrices qui sont irritantes et qui peuvent amener finalement des symptômes pelviens. Donc ça, c'est, selon moi, la chose la mieux à faire, mais c'est très dur, encore une fois, c'est très culturel d'avoir un comportement qui est préventif. Nous, dans notre culture, on est curatif, donc on veut soigner un problème qui est présent ou alléger les symptômes sans nécessairement toujours adresser la source. Ça va être très difficile dans notre culture de s'engager dans un processus de prévention parce que quand tout va bien, on y pense pas, mais ça, c'est quelque chose que j'espère, quand je vais mourir, j'aurai réussi à contribuer un petit peu à modifier parce que la prévention, en fait une grande différence. Donc, on le voit dans les études récentes parce que c'est très récent qu'on étudie le corps des femmes.
On le voit dans les études très récentes qu'en fait, ça a une influence sur comment tu guéris, la vitesse que tu guéris, puis à quel point tu guéris. Donc, ça, c'est quand même intéressant là de s'ouvrir à cette prévention-là. C'est sûr aussi que pour l'accouchement, il y a beaucoup d'interventions qu'on croit banales, mais qui peuvent amener une cascade d'interventions qui peuvent venir nuire à notre région pelvienne. Donc, par exemple, accepter un stripping quand on n'a pas nécessairement besoin de l'accepter. Tu sais, selon l'OMS, on devrait jamais provoquer un accouchement s'il n'y a pas de raison de le provoquer. Comme par exemple, ça peut être la détresse. Si tu es en détresse, tu es à bout, tu n'es plus capable, faut que ça sorte parce que tu ne dois plus faire une journée de plus. Je veux dire, le stripping il est justifié. Mais des fois, on se fait proposer des strippings, puis il n'y a pas vraiment de raison, d'urgence. Puis nous, on est encore capable, je veux dire, d'en prendre. Puis là, le stripping, ben ça peut, il y a quand même, je pense, c'est 50, là, je sais plus la statistique, mais 50% des chances que ton stripping t'amène une douleur tellement grande, puis une latence tellement longue que tu te demandes d'avoir des hormones de synthèse pour te provoquer. Parce que là, t'es à bout, t'es épuisé, il faut que ça finisse. Puis là, avec les hormones de synthèse, ben, le pitocin, ça fait pas la même réaction dans le corps, le pitocin, que notre ocytocine naturelle. Quand on a des contractions spontanées naturelles, on a aussi de l'endorphine qui est générée naturellement. Ça, l'endorphine, c'est comme une morphine naturelle là, qui vient nous knock-out. Là. Fait que, tu sais, t'as ta contraction, puis pang, ça module la douleur. C'est très bon. C'est très bon. Moi, si j'étais droguée, je serais droguée à ça. J'ai bien aimé mes endorphines. C'est des bonnes endorphines. Mais quand tu as tes hormones de synthèse, vous me direz si je suis la seule droguée aux endorphines. On continue. Les hormones de synthèse, eux autres, vont pas permettre dégager l'endorphine. Puis là, si tu dois être provoqué parce que tu es en prééclampsie, tout ça, il y a moyen d'essayer de t'en générer des endorphines. C'est juste, faut savoir que ça se fera pas naturellement. Faut essayer de venir le chercher, ça avec une acupunctrice, avec des points de pression, avec un TENS. Bref, il y a plein de façons d'essayer de venir chercher de l'endorphine quand on est provoqué et qu'on n'a pas le choix. Mais il faut savoir que le stripping peut amener, mettons, le besoin de provocation. Puis là, vu qu'on module moins bien la douleur, mais là, on va prendre l'épidurale. Puis là, vu qu'on prend l'épidurale, le cœur de bébé décélère. Fait que là, on devient une urgence. Fait que là, on va utiliser soit des outils, l'épisiotomie, la césarienne. Fait que là, tu sais, ça finit comme mal. Fait que, puis ça part de là, puis on s'en rend pas compte, en fait, que c'est comme une conséquence. Fait qu'il faut connaître un peu chaque intervention qui peut nous être proposée, puis à chaque fois se dire les risques associés à cette intervention-là, est-ce que, en fait, ils sont moins importants que les bénéfices que l'intervention m'apporte? Donc, quand on est rendu à choisir une intervention, mais c'est parce que vraiment, on en a vraiment besoin. Puis là, au lieu de la subir, ben, puis qu'on a des conséquences, mettons, liées, au moins on est au courant, puis on va plus agir. Agir pour se soigner, on va plus être respectueuse du processus, on va plus allumer s'il y a des choses qui arrivent après ça. Donc ça, tu sais, je veux dire, les cascades, je vous en présente une, mais il y en a plusieurs, puis il y a beaucoup d'interventions aussi qui peuvent affecter. Donc, par exemple, tu es plus à risque de développer des incontinences anales dans le temps si tu as eu une épisiotomie ou si tu as eu forceps et ventouse. Puis là, qu'est-ce qui peut faire que tu n'as pas besoin de forceps et de ventouse? Il y a tellement d'éducation à faire sur la gestion de douleur, sur la mobilité de la mère, sur l'environnement entourant une naissance. Donc, il y a beaucoup d'enseignements à faire là, qui peuvent venir aider. Mais même dans un cas de physiologie absolue. Donc là, on respecte vraiment là, à 100% le processus naturel de la naissance sans aucune intervention qui pourrait venir nuire à ce processus physiologique-là, qui sont, tu sais, je veux dire, quand il y a une intervention nécessaire, on les connaît, il faut les faire, mais mettons, là, dans un monde parfait, un accouchement parfait, tout est respecté, tout va bien, tu vas quand même avoir des lésions pelviennes. Donc, tu peux prévenir beaucoup de choses. Par exemple, les pires lésions pelviennes vont être dans notre canal anal. Donc, ça, c'est qu'on peut venir créer des lésions, puis c'est irréversible dans nos sphincters. Donc, ça, de venir le préparer, notre canal anal, ça vaudrait la peine, tu sais, qu'on le fasse toute la gang, là. Y a plein de petites choses comme ça, malgré la physiologie, je veux dire, on est étiré, on est ouverte. Est-ce que toi, ton bassin s'ouvre? Tu sais, ça dépend aussi de tes accidents, de ton vécu. Est-ce que tu as eu des accidents, t'as-tu eu des accidents d'auto, une chute sur ton coccyx? Bref, comment ton bassin s'ouvre aussi. Donc, il y a une côté mécanique. Fait qu'il y a un côté où est-ce qu'il faut qu'on réapprenne la physiologie parce que déjà ça aide beaucoup. Il y a un côté mécanique aussi que malgré les hormones, tu sais, à un moment donné, on lutte contre des choses qui auraient peut-être pu être travaillées aussi. Fait que ça, j'avais envie d'en parler aussi. Et comment ça se passe d'une grossesse à l'autre? Ben, en fait, souvent,
les plus gros traumas vont être faits à bébé 1. Il va y avoir moins de traumas à bébé 2, bébé 3, 4-5 000. 4-5 000, parce qu'Alma, ils en ont 7, eux autres. Et la gang, j'en revenais pas quand je suis allée faire un show à Alma. Moi, j'en ai 4. Puis souvent, quand je dis j'ai 4 enfants dans ma région, dans Laurentides, Montréal, tout le monde est comme, oh, c'est beaucoup. Puis quand je suis allée à Alma, genre, moi, j'en ai 4. Puis je voyais, ils étaient comme pas impressionnés, tu sais. Puis eux autres, ils en ont 7. Tu sais, pas toute la gang, là, mais il y en avait une méchante gang, il y en avait pas mal. Des petits bébés à la maison. Fait que je trouvais ça drôle comme différence, comme réaction, en fait. Mais, donc, souvent, les symptômes pelviens vont s'empirer avec les prochaines grossesses. On fait rien, bien évidemment, parce que ça aussi, je pense que c'est très culturel, vu qu'on n'a pas pris le temps de guérir, mais qu'aussi, on n'a pas pris le temps d'essayer d'aider nos nerfs, nos muscles, nos ligaments, notre bassin, tout ça, notre ventre, nos postures à se ramener, nos chemins de stratégie de nerfs, tout ça. Ben, en fait, c'est pas revenu. Fait que là, on vient comme additionner. Fait que là, les symptômes vont comme s'empirer. Ça, par contre, faut pas paniquer avec ça, les symptômes qui empirent, parce que tu peux toujours faire une réadaptation puis ramener bien des affaires. Il y a des fois qu'on peut pas dire qu'on va ramener, parce que je veux dire, on peut jamais dire qu'on va ramener tout, mais c'est assez rare, en fait, qu'on s'améliore pas au minimum, tu sais, avec une réadaptation. Fait que ça, tu sais, même si les symptômes s'empirent, généralement, ça va aider. Puis, je pense, qu'est-ce qui traumatise le plus les gens, puis je sais pas, là, si déjà je vous ai traumatisé, est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit qui, déjà, vous travaillent ou qui passent de travers? J'aimerais ça parce que j'ai beaucoup parlé. Mais peut-être la dernière chose que j'aimerais parler, c'est peut-être les descentes d'organes. Donc, ça fait vraiment peur aux gens. Puis j'ai fait un dîner pas gêné, il y a 2 semaines ou 3 semaines, sur les descentes d'organes que je vous invite à aller écouter. Mais les descentes d'organes, en fait, c'est très héréditaire aussi. Donc oui, tout ce qui est guérison, comment qu'on met au monde nos enfants, donc tu sais, quelque chose de gros à venir travailler qui est tellement simple, qui s'appelle prévention, OK? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ça, si vous êtes des professionnels de la périnatalité, je serai le 14 septembre prochain à Saint-Jean-de-Mata pour former les professionnels à cette prévention-là. Parce qu'en fait, si on était plus nombreuses à avoir l'information, donc dans cette formation-là, je la donne vraiment de façon plus scientifique. Si on était plus nombreuses à avoir l'information puis qu'on la transmettait, en fait, ce que ça dit, c'est que 80% des clientes adhéraient. Donc, ils feraient de la prévention si on leur disait d'en faire, mais il faut qu'on soit nombreuses à le dire. Fait que ça, j'essaie de former. Puis là, je sais qu'il y a déjà des gynécos, des chirurgiennes, des médecins qui sont inscrits à ma formation du 14 septembre. Il y a une doula pour l'instant, mais cette formation-là, tu sais, moi, je demande le métier avant de commencer, puis je vais aller donner de l'information pour chacun des métiers, mais tu peux venir si t'es coach de yoga, là, tu peux venir si t'es kinésiologue, absolument, si t'es ostéopathe, si t'es acupunctrice, bref, si tu travailles entourant la périnatalité, t'es la bienvenue, et dans ma formation, tu vas trouver ton compte, ça c'est certain. Fait que les descentes d'organes, faut savoir qu'on n'a pas toutes les mêmes structures de soutien. Donc, c'est très héréditaire. Et ce qu'on réalise, c'est que les femmes qui ont des collagènes de type 3B, puis là, je suis consciente que tu connais pas ton collagène, vont avoir plus de descentes d'organes. Donc, souvent aussi, les femmes qui sont hyper mobiles. Puis ça, c'est pas une fatalité. Tu sais, t'es prédisposé à, ça veut pas dire que tu vas le subir. Puis c'est pas parce que tu as une descente d'organes que c'est symptomatique et limitant. Donc, faut, tu sais, comme faut mettre un peu de gris dans tout ça. Mais c'est important quand de façon héréditaire, ta mère, ses sœurs, tes cousines, tes proches, ils ont eu des symptômes pelviens, ben, peut-être que ça vaudrait la peine que toi, t'apprennes à en prendre soin, ta région pelvienne, parce que t'as peut-être plus de chances d'être du mauvais bord des stats, tu sais. Fait que pour les descentes d'organes, c'est ce que j'aurais envie de te dire. Ah non, Isabelle! Tu dis ça? Ah, voilà 14 minutes. Je viens de lire, Isabelle, ton message vient juste d'apparaître à mon ordinateur, mais ça fait 14 minutes que tu l'écris. Fait que ça, c'est quand que je parlais, justement. Tu te sens comment, toi, quand tu fais rien? Puis là, elle disait, je me sens moche. Fait que je pensais qu'elle sentait moche de ce que je venais de dire. Fait que j'étais mal, oh non, je l'ai fait sentir mal. Mais oui, on se sent moche de rien faire et c'est tellement triste. Puis ça, tu sais, tu sais, notre cycle menstruel, maintenant. Moi, ça, là, j'en ai fait une mission. Quand tu es menstruée, tu es censé te régénérer. Tu es censé te reposer. Et moi, à la maison, quand j'étais menstruée, parce que là, je suis plus toute seule maintenant,
quand on est menstrué à la maison, c'est le temps d'être tranquille sur le sofa avec une doudou, avec notre petite tisane, avec notre chandelle allumée et on est chilleuse. Menstruée, c'est pas là qu'on est productif et qu'on fait des affaires. Ce qu'on est en train de faire, menstruer, c'est se régénérer. Donc ça, j'espère, en tout cas, j'essaie d'avoir inculqué ça à mes 4 enfants, autant mes gars que mes filles, pour qu'ils comprennent qu'en fait, se reposer, c'est un soin de santé qui est à la base du bien-être. Et si on apprenait tout à faire ça, se permettre de régénérer, sans avoir à m'irriter. Donc ça vient pas, c'est quand qu'on a besoin de se reposer, puis des fois on est tellement déconnecté de notre besoin de nous reposer que c'est quand on est malade, puis même malade, on continue à essayer de faire des choses. C'est incroyable comment qu'on est bien dompté. Rendons-nous en compte, mon Dieu, j'ai pas eu de la facilité à dire cette phrase-là. Ben, j'espère m'avoir inculqué ça à mes petites puis à mes petits gars, que menstruer, ben les femmes, ben ils sont au repos parce que c'est nécessaire. Si on veut qu'ils rayonnent la semaine suivante ou qu'ils se mettent en action la semaine suivante puis qu'ils restent en santé, ils ont besoin d'abord de se reposer et c'est pendant les menstruations. Donc, c'est des petits gestes comme ça. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, des petits gestes. Écoutez les filles, ça ferait le tour de ce que j'ai prévu vous transmettre comme information aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous fais vivre une routine de soins. Donc, c'est quoi pour moi une routine de soins? Je vous montre 4 tests pour voir est-ce que votre région pelvienne est en surcharge à cause de vos jambes, vos bras, votre ventre, votre posture. On va vivre ensemble, on va créer de l'espace, on va aussi se renforcer pour sentir. C'est quoi un renforcement global pour le plancher pelvien? Donc ça, si tu veux t'inscrire, tu peux mettre là en commentaire et mon adjointe va te mettre le lien tout de suite après. Fait que je ne sais pas si vous avez des commentaires. Qu'est-ce que tu as appris? Dis-moi donc. Je vais prendre un petit 2 minutes, attendre. Qu'est-ce que tu as appris avec mon live d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a des choses qui font pas vraiment de sens? Est-ce qu'il y a des choses qui te chamboulent? Est-ce que je t'ai un peu shaké? J'ai hâte de te lire. Donc là, il y a des gens fâchés. J'ai plein de faces. Il y a du monde en colère. Je sais même pas que j'ai dit pour rendre en colère, mais ça se peut. Fait que j'attends de voir un petit peu vos messages. Sinon, ben c'est pour celles qui doivent quitter parce que c'est l'heure du dîner quand même, puis on est au travail. J'espère que vous avez eu un beau moment à mes côtés. La semaine prochaine, quand je vous dis, c'est notre routine de soins. Donc, on s'attend le mardi 13 pour cette routine-là. Et je vais faire ma programmation pour l'autre semaine d'après. Donc, j'essaie de vous dire les thèmes de mes dîners pas gênés d'avance. C'est ça, si vous êtes dans mon infolette, vous manquez rien. Vous avez toujours les courriels qui vous préviennent de tout ce que je fais. OK? Parce que sur les réseaux, vous avez beau être 14 000 sur, ben là, je dis 14 000, c'est peut-être pas ça, mais vous êtes plusieurs milliers sur Instagram, plusieurs milliers sur Facebook à me suivre. Vous êtes 4 à liker mes trucs. Fait que je veux dire, vous voyez rien. Fait que par courriel, vous vous assurez de tout voir là, quand vous êtes abonné à mon infolette. Sinon, vous pouvez vous inscrire à mes événements sur Facebook quand ils vont sortir. Puis comme ça, vous êtes sûr quand je me connecte d'avoir un pop-up qui dit « Hey, elle vient de commencer, veux-tu y aller? » Donc, qu'est-ce que je vois ici? Fait que Julie, elle me dit... Nouvelle ici, j'ai déjà eu un cours de physio-périnéal, mais j'adore tellement ton énergie. Un gros wow, yeah, super. Marie-Lou qui dit merci. Marie-Noël, elle me dit, les traditions postnatales à l'étranger, c'est de toute beauté. Quand on commence, en fait, les filles, quand moi, j'ai choisi de mettre ça dans mon livre, les traditions postnatales de l'étranger, c'était dans le but que on s'instruise, parce que ce qu'on vit, nous, c'est très violent, en fait. Qu'on s'instruise sur la douceur d'ailleurs et qu'on choisisse qu'est-ce qu'on a envie d'amener en fait, puis qu'on s'en crée une culture. Fait que nous, les Québécoises, qu'est-ce qu'on souhaite qu'il se passe à nos petites filles quand ça va être leur tour de devenir maman ou nos brus plus tard? C'est un drôle de mot, brus. Mais voilà, fait que j'espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner envie. Puis là, Clémentine, allô Clémentine! Oui, prendre soin de soi, là, c'est la base de la santé. Puis tu sais, dans notre culture à nous, puis ça, c'est une statistique française, mais ça reste quand même nos cousines, hein, les Françaises. Donc, culture très similaire à la nôtre, même s'il y a plein de différences, c'est très rapproché, là, on reste des occidentales. La principale source de décès périnatal chez la mère, c'est le suicide.
Fait que notre culture du postnatal est tellement violente et négligente. Je le dis et je l'assume. Puis nos conditionnements productifs sont tellement grands qu'on s'en rend malade et des fois, on voit plus le bout. Donc, c'est important, en fait, cette lenteur-là. Et ça, moi, dans mon livre, j'en parle, là, mais j'en parle à mes clientes aussi. C'est important. Tu sais, même enceinte, quand tu n'as pas la force de tout faire, souvent, les femmes, ils vont couper sur leur sport, leur loisir, ce qui leur fait du bien, pour rester productives au travail ou dans les tâches ménagères. Ça fait aucun sens. Ça fait complètement aucun sens. Parce qu'en fait, pendant qu'on est enceinte, faire du sport, ça réduit de 4 fois ton risque de césarienne. Faire du sport, ça te permet de mieux guérir aussi, de remonter la pente mieux. Le sport est tellement important, tes loisirs, ta santé mentale devrait être la priorité du entourant un enfantement. Puis nous, notre réflexe, quand on n'a plus la force d'aller au Zumba, c'est d'arrêter d'y aller puis de faire la vaisselle à la place. Puis ça, moi, je l'ai fait enceinte de mon dernier. Quand j'avais pas la force d'aller à mon Zumba, ben au lieu de pas aller à mon Zumba, je collais off au travail, puis je faisais pas la vaisselle. Fait que mon énergie, j'allais pas la mettre dans ma productivité de bonne petite fille bien domptée. J'allais la mettre dans ce qui est nécessaire pour ma santé mentale et physique. Fait que j'allais faire mon sport. Et ce que ça l'a fait, si vous voulez savoir, ce que ça l'a fait concrètement, ça a fait qu'autour de moi, les gens se sont déjà mobilisés. Fait que, puis c'est dur de dire, hey, tu serais mieux de faire la vaisselle qu'aller au Zumba. No way, là. Genre, j'ai juste la force pour une affaire aujourd'hui et ce sera pas la vaisselle, je te jure. Fait que moi, mon chum s'est mis à beaucoup faire plus. Puis mes enfants autour, moi, j'avais déjà 3 autres enfants, se sont aussi mis à s'activer autour de moi. Fait que je me suis déjà créé, dans le fond, un pré-cocon de nouveau-né. Fait qu'avant même d'avoir mon nouveau-né puis que tout le monde vive un choc, hey, là, je suis en guérison, je ne peux plus mettre la laveuse dans la sécheuse, ben, il était déjà actif autour de moi. Fait que mon village, je l'ai créé en me respectant, en fait. Donc, en respectant mes limites, mon village s'est mobilisé autour de moi avant même que mon bébé soit là. Et quand le bébé est né, ça n'a pas été traumatisant pour mes enfants, mon conjoint, mes proches. Ça a été une continuité. Et ça, ben, je vous le souhaite, les filles qui sont enceintes et qui m'écoutent aujourd'hui, que vous réalisiez à quel point c'est absurde de prioriser notre travail, nos tâches ménagères à notre santé mentale et physique. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'enceinte au 3e trimestre... Ah, Françoise, t'es là! Je suis tellement contente, je viens de voir ton nom. Enceinte au 3e trimestre, c'est équivalent comme un sport modéré. Juste d'exister. Fait qu'exister enceinte au 3e trimestre, le niveau énergétique que ça demande, c'est plus grand que quand t'es pas enceinte. Donc, faut savoir que en 3e trimestre, c'est du sport. Tu peux plus faire tout comme si c'était normal. Puis de le faire en te donnant un coup de pied au derrière ou en faisant semblant, c'est ce qu'au bout du compte va faire en sorte que ça se pourrait que la santé mentale aille moins bien. Puis que ton périnée guérisse pas bien, imagine-toi donc. Fait que c'est gros, c'est culturel. C'est culturel, puis je vous souhaite tellement de brasser à mort des filles parce que on mérite mieux. Là, je vais aller voir Julie, qu'est-ce que tu dis? Voyons, qu'est-ce qui est arrivé? OK. OK, parfait. Fait que tu as fait de la physio, c'est merveilleux. Françoise, j'ai appris que les descentes d'organes, c'est héréditaire, donc je vais m'assurer que mes filles soient prêtes. Puis tu sais, Françoise, ça commence à 15 ans, nos problèmes pelviens, mais on le sait pas. Fait que c'est vers 15 ans qu'on commence à voir qu'en interne, ça dégénère. Fait que tu sais, on devrait apprendre bien avant 15 ans, en fait, à entretenir notre région pelvienne. C'est quoi des soins pelviens? Donc, toi, François, je sais que tu as tout en main pour pouvoir transmettre l'information et les bonnes habitudes à tes cocottes. Puis ça, c'est ma vraie mission, hein. Tu sais, oui, nous, on a de quoi de gros à brasser culturellement, juste pour être en mesure de s'accorder du temps pour se soigner quand on a des problèmes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je viens de dire, là. Essayez de comprendre ce que je viens de dire. C'est difficile pour notre génération de s'accorder du temps quand on va pas bien. Moi, là, mes clientes, quand ils commencent leur processus, ils n'arrivent pas à mettre du temps dans leur horaire pour se soigner. Fait qu'imaginez si
fallait que vous mettiez du temps pour prévenir, puis que vous alliez bien. Comment qu'on est loin d'être rendu là culturellement. Fait que je vous le souhaite, les filles, en fait, parce que moi, mes clients hommes, là, c'est très culturel femme, mes clients hommes, la plupart du temps, je leur donne un exercice, là, c'est leur priorité. Ils sont blessés, ils ont mal, ils veulent guérir, ils priorisent leur réadaptation. Et après ça, ils feront le reste. Que nous, les femmes, on fait tout. Puis à la fin, si on a encore d'énergie, ben on fera du périnée. C'est absurde. On porte nos enfants, nos corps se transforment, ils s'ouvrent grand pour laisser passer cette créature-là de nous. On prend même pas le temps de se guérir. Puis quand on n'est pas bien, on prend pas le temps de se soigner. Fait que c'est tellement gros, là. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est gros. Marie-Lou, il faudrait que tu donnes des cours aux infirmières. Ben, à date, j'ai pas eu d'infirmière dans mes cours. En ce moment, ben, j'ai beaucoup de médecins qui ont suivi mes formations comme élèves. Fait que déjà, ça leur a permis de découvrir des belles choses sur eux-mêmes, en fait. En ce moment, j'ai une infirmière dans mon cours de préparation à la naissance. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis oui, j'aimerais beaucoup avoir plus d'infirmières dans mon cours pour les professionnels de la périnatalité. Pour l'instant, vous le voyez, je l'affiche souvent, je suis rendue à 10 doulas, 19 doulas, 10 sages-femmes, acupunctrices, ostéo, kinésiologues. Tu sais, j'ai beaucoup de thérapeutes qui sont venus. Puis là, à ma prochaine formation, j'ai des médecins qui ont acheté ma formation. Fait que je suis vraiment contente, mais effectivement, j'aimerais qu'il y ait plus d'infirmières. Fait que peut-être, si vous avez des amis infirmières en périnate ou des amis médecins en périnate, dites-leur que j'ai envie de leur enseigner des belles choses sur la santé pelvienne et notre culture. Clémentine, étant une Française au Québec, c'est compliqué de créer son village, mais pour le prochain, on fera venir la famille un peu avant. Puis ça, le village, effectivement, tu sais, la famille, puis la famille, elle peut autant nuire qu'aider, là, on se le cachera pas, parce que des fois, ils vont penser qu'aider, c'est par rapport à ce que eux sont prêts à faire et non pas par rapport à nos besoins. Donc ça aussi, il y a comme quelque chose à brasser là-dedans, parce que des fois, tu sais, ils vont tenir bébé pour qu'on aille faire le ménage, c'est comme pas sûr qu'il faut. Puis tu vois, moi, dans mon village, cette fois-ci, à mon 4e bébé, je n'ai eu un peu. En fait, quand j'ai accouché, pendant 2 semaines, à tous les jours, les gens se sont relayés pour nous apporter des soupers faits à la main. Donc, mon amie japonaise m'avait fait un gros bol de sushi. Bref, il nous avait nourris. Puis j'avais rien demandé. Puis il venait juste cogner à la porte doucement, timidement. Puis il m'amenait mon plat. Puis il disait, hey, votre souper est sur le bord de la porte. Bye, là, bye, là. Puis il partait. Fait que, tu sais, je veux dire, faut faire ça. Ça fait une différence parce que ça vient dire à la personne qui est transformée, ce que tu viens de vivre, c'est gros. C'est tellement gros qu'on veut sentir que on veut que tu sentes qu'on est là pour toi. Fait que ça, là, juste ça, les filles, si autour de vous, il y a quelqu'un qui attend un bébé, de le faire, c'est déjà gros. Fait que oui, la famille, ça peut aider. Des fois, non, des fois, oui. Julie, elle me dit, on veut tout faire, on ne demande pas beaucoup à nos enfants, à nos conjoints. J'en prends bonne note, enceinte de 27 semaines. Wow, je suis contente que tu m'as écouté à 27 semaines de grossesse parce qu'en fait, c'est là que tu tombes dans ton 3e trimestre. Fait que c'est là que juste exister du sport modéré, là. Fait que oui, en fait, ils sont vraiment capables puis sont contents de le faire. Puis c'est beaucoup moins de friction, en fait, de le faire naturellement comme ça en suivant notre rythme de fin de grossesse que le choc du nouveau-né. Puis c'est beaucoup moins frustrant aussi pour nous, puis on l'apprend. Donc c'est un apprentissage. Fait qu'en fait, si je peux résumer mon live d'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos problèmes pelviens qui sont très culturels. Mais en même temps, il faut apprendre à s'accorder de l'importance et se prioriser. Parce qu'en fait, la santé pelvienne, c'est pas juste essayer de se guérir, mais c'est aussi de prévenir que des choses arrivent. Fait que déjà là, il y a beaucoup de travail. Puis je pense qu'on a besoin de se créer une nouvelle culture. Puis il y a tellement de belles choses qui se passent dans les cultures à l'étranger qu'on peut se laisser inspirer. Et j'espère que les filles qui m'ont écouté aujourd'hui, ça va leur trotter dans la tête. Et j'ai bien hâte d'avoir ton feedback et de voir qu'est-ce qui en ressort pour toi. Annie qui me dit, c'est vrai ce que tu dis, j'en ai envie de pleurer. Oui, à la fois, c'est triste. C'est triste parce qu'en fait, on subit vraiment beaucoup. C'est très violent pour nous. Puis d'un autre côté, ça peut être tellement plus beau.
Puis moi, quand je l'ai vécu, là, m'apporter le souper à tous les jours pendant 2 semaines, ça m'a fait pleurer. Parce qu'en fait, j'aurais aimé ça, avoir ça à chaque fois. Fait que si on pouvait se créer de quoi, les filles, qui est tellement plus doux pour nos petites mamans qui portent la vie, qui mettent au monde les humains, qui est tellement plus doux, si on pouvait plus se mobiliser les entourants, puis leur faire sentir que ce qu'ils vivent, c'est important, ça va juste faire, en fait, tranquillement, pas vite, que nos enfants, peut-être que pour eux, prendre soin d'eux, ça va être évident. Ce ne sera pas un crochet de plus à mettre sur une liste de tâches qui est déjà beaucoup trop grande. Donc, c'est ce que je vous souhaite, les filles. Sur ce, là, je vais vous quitter. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses à m'écouter. Et changeons ce monde-là ensemble, les filles. Donc, quand je dis changeons le monde un périnée à la fois, je suis vraiment sérieuse. Merci d'avoir été là, les filles. Bonne soirée, bonne journée à vous, bonne pluie à vous.